Bienvenue dans le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'est pas manager, on le devient. Alors chaque semaine, on va partir à la rencontre d'un manager différent et de sa problématique. Dans ce podcast, nous allons l'aider à analyser différemment sa situation, à trouver les bons outils pour passer à l'action. Les concepts de management sont déjà très vastes, nous on va essayer de se focaliser sur quelques outils très pratiques pour le manager. Dans le Coup de Bigot, on a choisi de partir de vos situations managériales, de vos cas concrets. Mon pari, c'est que vous puissiez réutiliser dans votre quotidien managérial tous les outils et toutes les situations qu'on aura vues ensemble. Je suis Yannick Bigot, je suis sociologue de formation et j'accompagne les dirigeants de TPE et de PME depuis plus de 20 ans sur leurs problématiques managériales. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot où j'ai le plaisir de recevoir Kassem Bekri. Bonjour Kassem. Bonjour Yannick. Ça va bien ? Super, très content d'être là. Bon, super. Ouais, ça va. Kassem, tu diriges, on peut dire quoi, un studio finalement qui crée des jeux vidéo qui s'appelle Zero One. Oui, studio de jeux vidéo, c'est le terme, ça me va. C'est le bon truc. Ouais. Je suis très impressionné parce que tu m'as fait une démo tout à l'heure. Un des atouts, qui a beaucoup d'impact, c'est qu'on peut, à partir d'une feuille de papier, je vais voir à ceux qui regardent en vidéo, mais on a une feuille de papier A4 sur laquelle, globalement, on a fait un dessin d'un comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Un niveau de jeu. D'un niveau de jeu vidéo. Et l'application permet, en le prenant en photo, directement d'être capable de jouer dans ce niveau-là. C'était absolument bluffant. On voit les éléments qui s'animent, etc. C'était vraiment fou. Je comprends que c'est une des promesses, en tout cas de Zero One, de dire tu peux dessiner toi-même ton jeu vidéo. Ça fait partie des jeux. Nous, on essaie de faire des jeux innovants et surprenants. Là, c'est l'un des jeux phares qui a justement le plus d'innovation, de surprise quand on le présente. Toujours un effet wow. Mais c'est pas le seul jeu. On a 14 jeux maintenant. Ok, super. Et on est en train de parler de combien de joueurs dans le monde ? À peu près 25 millions. 25 millions. Moi, c'est des chiffres qui me bluffent absolument. Donc, merci dans tout l'agenda qui est le tien de nous accorder quelques minutes pour venir dans le podcast. Kassem, est-ce que tu veux dire quelques mots sur Zero One, sur l'équipe, ou est-ce qu'on attaque directement sur ton sujet ? Je peux présenter très rapidement ce qu'on fait. Ouais, vas-y. Ça peut être sympa. Donc, on est un studio de jeux vidéo à Rennes. Voilà, on est 6 personnes. Donc 5 en France et 1 au Canada. Et on essaie de réaliser des jeux et le plus surprenant, le plus innovant, avec une approche assez originale. Voilà, on essaie de casser un petit peu les codes et on essaie de jamais faire comme tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de pire que dire on fait ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Et donc on va essayer de tout challenger, que ce soit au niveau de l'organisation, de la gestion, du développement. Et ça marche plutôt bien, puisque nos jeux ont été plusieurs fois en featuring chez Google, ont été notamment dans les Top Store monde, sur au moins 3 des jeux. Et malgré le fait qu'on soit vraiment tout petit, donc c'est plutôt intéressant. Et donc là, oui, je disais, on a 14 jeux, on a des jeux de sport américain, des jeux de lapins, des jeux de survie sur une île, des jeux de voyage dans l'espace, et le jeu de dessin. Donc c'est plutôt sympa, on s'amuse, on va dire. Je peux pas vraiment dire qu'on travaille, moi je m'amuse en tout cas. D'accord, ok. On va quand même parler un peu de management aujourd'hui. Bien sûr, c'est ça le problème, c'est-à-dire que mon approche qui est assez originale et qui est assez directe et je fais les choses de façon naïve et souvent ça fonctionne, mais des fois ça marche pas du tout et il faut quand même avoir les pieds sur terre et j'ai besoin de rencontrer des personnes un peu comme toi pour clarifier tout ça et savoir comment améliorer. Super. Merci d'être là. Le principe de ce podcast, c'est on part de la situation d'un manager, d'un dirigeant, ce qui est ton cas, et à partir de là, on va essayer de l'analyser ensemble. L'objectif, c'est de pouvoir extrapoler et que chacun des managers qui nous écoutent ou qui nous regardent puisse réutiliser les outils pour résoudre une situation qui peut être similaire dans son quotidien. Très bien. Donc aujourd'hui, t'es venu avec un petit cas dans ta besace où tu me disais il y a un truc autour de la gestion de l'incertitude, du niveau de transparence entre guillemets qu'on doit avoir sur un certain nombre de situations en tant que dirigeant. Est-ce que tu m'en dirais plus ? Oui, tout à fait. Donc on a pas mal de soucis d'organisation, comme toutes les sociétés, mais ce point-là m'embête un petit peu parce que je voulais faire une société assez transparente. Voilà, je voulais pouvoir communiquer avec mes employés de façon directe, leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et il s'avère que il faut pas non plus être trop transparent. Une start-up,
Le plus souvent, c'est un risque de pas fonctionner. Voilà. Moi, je sais que je travaille très souvent en risque. Quand je crée un projet, je me dis celui-là, il a 30% de chance de marcher ou 40%, qui sont des pourcentages très élevés. Franchement, dans nos projets, dans les jeux, un jeu qui a 40% de chance de marcher, c'est ultra élevé par rapport à la moyenne des jeux. Mais si tu dis ça à un employé, tu dis ton travail, il y a 40% de chance que ça soit utile, ça va pas lui plaire. Et au-delà de ça, par exemple, la trésorerie nous permet de tenir, je vais lancer des chiffres approximatifs, c'est à peu près 1 an là. Là, on a 1 an de visibilité sur la trésorerie si nos jeux nous rapportaient plus d'argent. Est-ce que je peux dire à mes employés, écoutez les gars, dans 1 an, on a 5% de chance de plus être là. Ce qui est extrêmement rare. Enfin, c'est quasiment toutes les startups rêveraient d'avoir 1 an de visibilité. Mais, pas que les startups d'ailleurs. Oui, pas Moi, que les startups. Moi, j'ai des clients qui ont 22 jours de trésorerie devant eux. C'est risqué. Mais ce que je veux dire, oui, c'est... ils le vivent effectivement comme ça, je te confirme. Ça doit être dur. Nous, on a à peu près 1 an de visibilité. Si tout se passe mal, on peut tenir 1 an quand même. Mais comment est-ce qu'on peut dire à un employé qu'on vient d'embaucher en CDI et qui a 22 ans, écoute, dans 1 an, on n'est pas sûr d'être encore là. Même si, au fond de moi, je sais qu'il y a 99% de chances que ça soit pas le cas, mais j'ai besoin d'être transparent, j'ai besoin de leur partager ça. Et j'ai essayé au début, et je me suis rendu compte que ça créait beaucoup de stress. On m'a demandé s'ils devaient chercher du boulot ailleurs, voilà. Et je pensais les rassurer, tu vois, en disant on a 90% de chances d'être là, et eux, ce qu'ils ont entendu, c'est il y a 10% de chances que je perde mon boulot. Et je me suis rendu compte que la transparence à tout prix, elle n'est pas saine pour des jeunes profils, peut-être même pour d'autres. On va y revenir. Et comment jauger ? Est-ce qu'on peut sélectionner les personnes à qui on peut en parler ? Mais après, s'ils se parlent entre eux, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut être complètement opaque ? Leur dire, écoutez, la trésor, je m'en charge, et puis on vit dans un monde bisounours, et le jour où ça coule, du jour au lendemain, c'est fini. D'ailleurs, ça m'est arrivé, ça. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel j'ai un petit peu de mal à travailler, et je sais pas à quel point je peux être transparent avec mes collaborateurs sur la gestion du risque dans la société. Ok, c'est un très très bon sujet, il est très compliqué. C'est pas évident d'y répondre, donc évidemment j'ai pas une réponse unique, il n'y a pas un oui non, sinon ce serait pas rigolo, mais on va essayer de tirer plusieurs pistes, dont une piste qui est une piste plus collective et une piste qui est plus individuelle. Chacun a un profil de personnalité qui fait qu'il a un rapport au risque qui est pas du tout le même. Donc forcément, il y a un truc qu'il faut qu'on aille creuser autour de ça. Et ça, il y a que eux qui peuvent te dire ce qu'ils en attendent. Donc on y revient tout à l'heure. Et peut-être que le premier truc, c'est de te questionner toi sur pourquoi est-ce que tu as besoin d'être absolument transparent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as cette volonté de transparence vis-à-vis d'eux ? En fait, c'est surtout... ayant travaillé dans pas mal de sociétés qui ont déposé le bilan. D'accord. J'ai fait 7 dépôts de bilan. Il y en a notamment une où on arrive le matin et il y a un mandataire judiciaire qui frappe à la porte et qui dit la boîte est en dépôt de bilan, ça fait 1 an que les comptes sont dans le rouge et personne n'en savait rien. D'accord. Et à force de vivre ça, je me suis dit mais les patrons ils abusent. Quand moi je serais patron, j'expliquerai les risques, j'expliquerai aux personnes pour qu'ils puissent se préparer. Et maintenant que je suis patron, c'est pas la même chose. Donc je me rends compte que expliquer les risques, c'est qu'une question de probabilité et c'est quelque chose que je voulais faire en fait. Au fond de moi, je voulais être le plus transparente possible pour éviter aux gens de mal vivre ce que j'ai mal vécu. Mais ça n'a pas l'air d'être la meilleure des solutions. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure ou pas, hein. Moi je sais pas juger ça, mais en tout cas, il y a plusieurs trucs qu'il faut interroger. C'est la différence entre risque et incident. Les assureurs sont très friands de ça, la différence entre le risque qui est potentiel et l'incident qui est réel. Donc ça, il faut qu'on fasse cette distinction-là. Et après, il y a justement la pondération des probabilités qui pour le coup est quand même importante. Donc si on fait la distinction entre risque et incident, toi, tu es en train de décrire des situations dans ton passé professionnel où c'était pas juste du risque. Le risque, il a été avéré et c'était effectivement un incident. On peut s'interroger. Quand le mandataire tape à la porte pour dire les comptes sont dans le rouge, la boîte ferme, on peut effectivement s'interroger sur le niveau de transparence du dirigeant. Mais toi, t'es pas dans cette situation-là. T'es en train de dire c'est un risque qui pourrait arriver dans une probabilité qui est peut-être à hauteur de 5%, un truc comme ça. Donc c'est un cas possible parmi d'autres. Donc on n'est plus dans
dans l'incident versus le risque. Donc attention, il y a d'un côté comment est-ce qu'on gère la phase de cessation d'une activité, ce que toi tu as vécu en tant que collaborateur, et tu veux protéger tes collaborateurs de vivre cette situation-là. Du coup, tu vas presque dans l'effet inverse, qui est de dire, du coup, je mets tout de suite sur la table, alors que c'est pas un scénario très réaliste ou très pondéré, mais ou en tout cas très probable. Il est peu probable, mais pour autant, je le mets quand même sur la table, comme si je voulais finalement les transmettre la responsabilité chez eux du fait de si vous restez, vous assumez effectivement que ce risque existe. Pourtant, c'est pas ce que je veux faire. Hein. Ça peut être pris comme ça. Ah, c'est ce qui se passe, ouais. Ouais. Donc là, il y a ce premier truc de dire, attention, entre risque et incident, c'est pas tout à fait la même chose. Le deuxième élément qui est quand même intéressant et qui m'amuse dans ce que tu es en train de dire, c'est que c'est la logique de pondération. Où en fait, tu dis, ce risque d'une société qui s'arrête, je le chiffre, moi, potentiellement à 5% à hauteur de, je sais pas, moi, de 1 an ou 10 ans, enfin, j'en sais rien, peu importe l'échelle de temps. Mais tu parles de ce scénario-là. Alors que finalement, ce scénario, il pèse 5%. C'est quoi les 95 autres pourcents ? Finalement, il y a aussi des scénarios qui sont des scénarios d'hypercroissance, finalement. Peut-être qu'à l'autre bout de l'échelle, un scénario qui vaudrait aussi 5% serait un scénario de on va faire fois 100 dans les 2 années qui viennent. Ouais, il est au-delà de 5%. Et ça, est-ce que tu en parles autant que le scénario de clôture ? J'essaye, oui. J'essaye. Justement, ça fait partie de mon discours. C'est vraiment... Mais je le fais quand même. Je le fais peut-être même un peu trop. D'ailleurs, je peux faire rêver les gens, alors que la probabilité, pareil, est faible. On va dire il y a 10% de chances qu'on fasse des millions. Okay. Mais j'en parle quand même. Okay. Et quand on parle, je sais que mes employés, il y en a certains qui s'emballent un peu, qui s'excitent sur le truc, qui disent ça va être super et tout, qui ont l'impression d'avoir peut-être gagné au loto, tu vois. Et ça aussi, est-ce que c'est bien ou pas bien ? J'ai l'impression que c'est positif, mais j'ai peur que ça soit déceptif aussi sur la durée. C'est vraiment cette question de transparence complète, sachant que moi, dans ma tête, c'est que des pourcentages. C'est-à-dire que je réfléchis que par pondération. Quand on me demande de faire un projet, je dis voilà, 60%, 40%. Voilà, c'est que comme ça que je le vois. D'ailleurs, j'en discute avec mon associé et on discute quasiment que comme ça, et ça fonctionne bien. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne la NASA, notamment. Mais cette pondération, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un, tu as 5% de chance de... Voilà, et peut-être que pour lui, dans sa tête, ça va devenir très important, beaucoup plus que cette pondération-là. Donc, je sais pas trop comment faire. Est-ce que je dois continuer comme ça ? Quand tu parlais de la différence entre incident et risque, le problème, c'est qu'il y a d'un côté le risque qui devient un incident, mais entre les deux, il y a toutes les pondérations possibles, quoi. Oui. Donc, j'ai peur Moi, ce que j'ai peur, c'est de pas trop parler du risque parce que je veux pas les inquiéter. Et puis, il devient de plus en plus important. Et là, je me dis, je leur ai pas dit, donc je peux pas trop leur dire maintenant. Tu vois, c'est le petit mensonge qui devient de plus en plus gros. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque dirigeant, en fonction de sa personnalité et de son et de la réalité de son activité, il va transmettre plus ou moins d'informations à ses collaborateurs. Une grille de lecture que tu peux avoir qui est intéressante, c'est si tu étais plus gros, imaginons que tu sois une structure qui dépasse les 50 personnes et qui ait du coup des instances sociales à mettre en place, il y aurait des obligations de communication sur un certain nombre de sujets. Clairement, oui. Pas sur tous, mais sur un certain nombre de sujets, tu as de l'obligation d'associer tes collaborateurs, etc. Un bon élément, c'est d'aller regarder si j'étais à 50 et que j'avais des instances sociales, qu'est-ce que je devrais communiquer comme information à mes collaborateurs ? Là, au moins, ça te pose, entre guillemets, un cadre qui dit qu'est-ce que je suis dans l'obligation, finalement, de communiquer quand je serai plus gros ? Ouais. C'est une bonne grille de lecture, je trouve, pour s'interroger. D'ici là, t'as pas cette obligation-là, et puis même après, tu peux choisir de communiquer plus largement. Il y a des dirigeants qui choisissent de communiquer peu sur les collaborateurs, de communiquer plutôt sur les plans d'action et pas forcément sur ces pondérations, et eux ils disent moi j'ai une stratégie qui est d'aller là, et je ne communique pas sur les autres scénarios qui sont ceux de si on fait mieux que ça, si on fait moins bien que ça, mais ils communiquent effectivement sur leur stratégie pour focaliser chacun, non pas sur j'imagine d'autres scénarios, mais je reste focalisé sur le scénario choisi par la direction, et du coup qu'est-ce qu'il faut que chacun fasse pour.
D'autres dirigeants, eux, choisissent de mettre tous les scénarios sur la table en disant, du coup, typiquement, on va travailler sur à la fois notre scénario privilégié, mais aussi sur les autres scénarios, pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le scénario du pire et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se rapprocher du scénario du meilleur. Okay, donc il y a plein de moyens entre guillemets de faire. À toi de juger en fonction de ta personnalité et en fonction de finalement de la personnalité de tes collaborateurs. En tout cas, ce qui compte derrière ça, c'est ne pas aller contre des obligations qui seraient des obligations légales demain, puisque tu risques d'avoir une croissance rapide, et puis de bien travailler effectivement sur les probabilités et les scénarisations en se disant, derrière le scénario, finalement, je choisis quel scénario privilégié et ça implique quoi comme action, parce que ce qu'on cherche à déclencher, c'est finalement de l'action chez les collaborateurs. Ok. Ça me donne une idée, ce que tu... Enfin, ça me fait construire un petit peu mon idée là-dedans, parce que si on était plus gros, je me rends compte que je pourrais pas être transparent avec tout le monde, de toute façon. Ce que je pourrais faire, par contre, c'est diluer l'information, c'est-à-dire faire des communiqués internes tous les 6 mois, où j'indique, peut-être avec transparence, une visibilité à l'année, mais uniquement ça, avec des pistes de secours au cas où je sais qu'on a des scénarios alternatifs. On sait que si on part dans la mauvaise direction, on a un scénario alternatif qui permet de nous en sortir, notamment via des éditeurs ou des investisseurs. Mais je pourrais en parler là. Donc parler des risques, parler des pistes qu'on a lorsque on aura si on a ces problèmes, ce qu'on ne devrait pas avoir, mais le faire de façon ponctuelle et 1 ou 2 fois par an maximum. En tout cas, ta logique de fréquence, c'est une logique intéressante, c'est-à-dire que chaque collaborateur a besoin d'être focalisé sur ses actions au quotidien, il a besoin de comprendre le contexte, entre guillemets, le sens global. La question de la fréquence, effectivement, est la bonne. On parle rarement de stratégie tous les matins en arrivant au bureau. On parle rarement, effectivement, du scénario du pire, du scénario du meilleur, tous les matins en arrivant au bureau, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est agir là-dessus, et agir par notre travail, finalement, au quotidien. Donc, le fait de se dire, on peut parler de manière transparente, entre guillemets, avec tout le monde, de l'ensemble des scénarios qui sont sur la table, possible, ça, entre guillemets, c'est ton choix de dirigeant. La question, effectivement, c'est la question de la fréquence. C'est-à-dire, faut pas justement surpondérer le nombre de fois où on en parle, c'est de se dire, ok, à quel moment, effectivement, j'en parle, pour que ce soit pas un sujet tabou, parce qu'on en parle régulièrement, mais que ce soit pas non plus un sujet qui prenne trop de poids et qui étouffe, parce que c'est un sujet qu'on évoque toutes les semaines en se disant, si toutes les semaines on rappelle, et je vous rappelle qu'il y a 5% de chances que dans un an on soit plus là, effectivement, ça peut être étouffant. Ouais, mais ça va un petit peu au-delà de ça. J'ai par exemple... il y a une personne avec qui je travaille, à qui j'avais donné la visibilité sur les ventes journalières. Donc, il y a des ventes tous les jours de nos jeux. Oui. Et je sais que la première chose qu'il faisait le matin, c'est regarder combien il y avait de ventes. Okay. Et quand c'était moins bien, on avait perdu moins 20%, par exemple, un jour, il était là, il disait, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça, machin, ou alors plus 20. Et en fait, le problème, c'est que jour par jour, les ventes fluctuent complètement. Il y a des fois, on fait x10, des fois, on tombe à 0 même. Et ça le mettait dans une position de stress qui était à la limite palpable, quoi. Et je lui ai dit, arrête de regarder. En fait, si t'attends 1 semaine, tu verras que ça bouge comme ça et tu vas beaucoup mieux le vivre. Et peut-être que c'est ça qu'il faut éviter. C'est transmettre des informations, notamment de visibilité là-dessus, sur les paiements, jour par jour, et bloquer pour pas, en fonction des profils peut-être, pour pas stresser trop les gens. En tout cas, il y a un truc, tu as raison, qui est la clé, et là on arrive sur la clé de l'individu, c'est dire, probablement en fonction des profils, d'avoir le bon niveau de discussion sur pourquoi est-ce que tu dois aller regarder effectivement les suivis de chiffres et à quelle échéance tu dois les regarder. À quoi ça lui servait finalement d'aller les regarder tous les jours. S'il peut pas avoir d'action sur le sujet et que c'est juste du constat a posteriori et que toi t'as pas besoin de ce pilotage-là, on peut se poser la question de pourquoi finalement il allait les regarder tous les jours, si ça n'a aucun intérêt. Si la bonne maille pour les regarder c'est la semaine, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller les regarder ? Ah, mais tu vois, si t'achètes du Bitcoin, et dès que tu mets beaucoup là-dedans, tous les jours, tu vas regarder le cours du Bitcoin pour dire, j'ai gagné 5% aujourd'hui, j'ai perdu machin. Tu vois, c'est un petit peu ce truc-là. La personne dont je te parle, potentiellement, se lance vraiment dans la société, veut que ça marche, et ça lui tient vraiment à cœur. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il regarde combien vaut mon investissement et mon travail. Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est exactement la même chose. Le Bitcoin, il faudrait pas regarder tous les jours, ou alors ça va être horrible ta vie. Le matin, tu prends ton petit déj et tu regardes le cours, voilà. Donc, je pense que la question de la fréquence est vraiment ultra importante pour la transparence et la gestion du risque. En fait, on est en train peut-être de mettre le doigt, tu vois, sur le curseur sur lequel je peux jouer, parce que
je veux pas enlever la transparence. Je veux pas cacher aux employés que on a ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. De toute façon, j'ai envie qu'ils comprennent qu'on est dans une start-up et que ils prennent un risque en étant ici. Ils vont pas bosser chez Orange. Ils savent que le gain peut être extrêmement fort, mais c'est possible aussi, comme on prend du risque, que ça marche pas. Mais j'ai aussi envie de montrer que on anticipe tout ça, et vous pouvez me faire confiance. Si on commence à se diriger dans la mauvaise direction, on a des pistes pour contourner et pour s'en sortir. Et je pense que ça peut marcher, mais si la fréquence, comme tu disais, est la bonne, et de façon à pas stresser les gens, parce que c'est pas bon, c'est pas sain de travailler là-dedans. Et ton sujet de pour pas stresser les gens, il est très lié au profil individuel et pour le coup au profil de personnalité. Donc c'est intéressant juste de se dire, il y a plusieurs profils de personnalité qui existent. On va juste là rapidement faire un détour par des outils il y a plein d'outils pour identifier les profils de personnalité, des outils comme le MBTI, comme le PAPI, le SOSI, etc., qui sont très compliqués avec plein de dimensions. Moi j'aime bien les outils très simples qui sont un peu caricaturaux, de type le DISC ou Insight, qui reflètent les profils autour de 4 couleurs dans un cercle finalement. Évidemment, c'est caricatural, tout le monde est multicolore, mais ça permet d'identifier finalement, pour les managers, les différents profils qui existent et comment est-ce qu'on peut s'adresser aux uns et aux autres et comment est-ce qu'on travaille les uns avec les autres. Le modèle, il est construit autour de 2 axes, c'est pour ça que ça fait... faut imaginer un rond, et qui est un rond qui serait coupé en 4 quartiers, avec 2 axes, un axe horizontal et un axe vertical. L'axe vertical, donc droite et gauche, c'est finalement l'axe de l'extraversion versus l'introversion. Donc, un extraverti, c'est quelqu'un dont le cerveau fonctionne plutôt de manière très sociale, très en interaction avec les autres. Pour réfléchir, c'est quelqu'un qui a davantage besoin d'échanger avec l'autre et il construit son raisonnement dans l'échange, versus un introverti qui, lui, a besoin d'abord de structurer ses idées dans sa tête, avec lui-même, avant de pouvoir la partager avec les autres. Et puis, ce qui leur coûte de l'énergie n'est pas la même chose. Un extraverti, il va, quand il est un peu épuisé, il va vite recomposer son énergie en allant voir d'autres gens et il va se recharger les batteries avec les autres, alors que l'introverti va plutôt avoir tendance à recharger ses batteries dans une sphère très intime, plutôt à l'écart finalement. Ouais. Donc, ils ont des profils qui fonctionnent de manière différente. Et puis l'axe horizontal, qui est l'axe entre le haut et le bas, pour le coup c'est l'axe de finalement ce qu'on appelle les thinking ou les feelings, ceux qui sont plutôt basés sur les faits et sur la réflexion, et ceux qui sont plutôt basés sur le feeling, sur la relation. Quand ils prennent leurs décisions ou les éléments sur lesquels ils se focalisent, ceux qui sont en haut sont plutôt des gens qui se focalisent sur les faits, qui ont des raisonnements très cartésiens, très mathématiques. Ceux qui sont sur le bas vont plutôt focaliser leur énergie sur la relation avec les autres, sur l'intensité de la relation avec l'autre. On voit qu'en fonction qu'on soit du coup plutôt à droite ou à gauche, plutôt en haut ou en bas, on retrouve effectivement dans l'un ou l'autre des profils qui sont très opposés. Typiquement, si je suis dans les extravertis et plutôt dans les thinking, donc focalisé sur les faits, c'est ce qu'on appelle entre guillemets donc on est en haut à droite, c'est plutôt ce qu'on appelle nos rouges entre guillemets, très tournés vers l'action, orientée, résultat, etc. Avec ces profils-là, pour le coup, la gestion du risque, elle est très différente de ceux qui sont en bas et plutôt dans l'introversion, qui seront entre guillemets nos verts, et je vais pas décrire les 4 profils, vous pouvez les regarder sur Insight ou sur Disc, vous les retrouverez facilement, la définition de ces différents profils. Et les verts, eux, c'est plutôt des gens pour lesquels le consensus, le groupe est quelque chose qui compte énormément, pour lesquels l'éthique va compter énormément, et du coup, eux peuvent avoir effectivement le même raisonnement que le tien, de dire, si on ne m'a pas évoqué un scénario de risque, je suis touché dans quelque chose d'éthique, alors que le rouge va pas forcément raisonner de la même manière. Donc, ce qui est important, c'est de se dire où sont effectivement mes équipes, quels sont les profils des uns et des autres, et en fonction de leur profil, d'anticiper que leur mode de fonctionnement n'est pas le mien, et que finalement, ils ont plus ou moins besoin de transparence, ils ont plus ou moins besoin de fréquence, et ils ont plus ou moins besoin finalement d'éthique et de réalité de ce que je suis en train de leur raconter. Donc là, pour le coup, il faut vraiment se dire qui sont les gens, et en fonction de leur profil de personnalité, de quoi ont-ils besoin? Et ceux qui sont le mieux placés pour te le dire, c'est eux-mêmes.
Et il y a une phrase assez rituelle, c'est finalement de leur dire « Mais toi, de quoi tu as besoin au quotidien dans notre mode de fonctionnement ?» Et tu peux très bien poser la question de dire « Mais toi, en termes de transparence, tu as besoin de quoi ?» Et finalement, est-ce que tu as besoin que je t'en parle, à quelle fréquence et avec quel niveau d'intensité? Et eux vont être tout à fait capables de dire, moi je veux une transparence qui soit totale, ou de dire, oulala, moi c'est un truc qui va plutôt me stresser, si tu m'en parles tous les 6 mois, ça me suffit bien. Les mieux placés pour te dire, finalement, c'est les gens qui sont en face de toi. Mais il faut bien te dire qu'effectivement, chacun va avoir, en fonction de sa personnalité, un besoin de fréquence, de niveau de transparence qui n'est pas le même. Il faut quand même faire attention, parce que je sais que là, j'en connais un qui est en bas, là, à fond dans le feeling, mais qui me demande aussi beaucoup de transparence, mais qui la supporte pas. Ah. Donc, tu vois, donc... Est-ce que tu lui as dit? Oui, je lui ai dit, on en a parlé. Okay. Et il a compris le truc, il était même d'accord avec moi. Mais il a l'impression qu'il a besoin de transparence, mais ça lui fait mal. Tu vois, donc voilà, faut réussir à assouplir, à s'adapter aux gens. Exactement. Pas forcément leur demander ce dont ils ont besoin, mais leur demander ce qu'ils veulent, mais leur donner ce dont ils ont besoin, et pas ce qu'ils demandent. Je sais pas, c'est ce que je faisais avec des clients, tu vois, c'est tu donnes au client ce dont il a besoin et pas ce qu'il demande. Oui. Mais je suis d'accord avec l'idée il faut analyser derrière la demande, c'est quoi la réalité du besoin, ça me va très bien. Par contre, effectivement, avec les collaborateurs, il faut se méfier du fait qu'on pourrait avoir le sentiment qu'on comprend mieux que le besoin qui est le leur. Pour le coup, il y a une logique et par contre, moi je serais plutôt client de confronter le collaborateur en disant, voilà ce que tu me demandes, et pourtant, voilà la manière que tu as de réagir, et moi j'ai l'impression qu'il y a une dissonance entre les deux, et du coup, ça m'encourage plutôt à pas te donner exactement ce que tu me demandes, mais ce que je pense dont tu as besoin. Et ça peut devenir risqué, parce que finalement, ça déresponsabilise le collaborateur, parce que finalement, il peut continuer à avoir un comportement qui est dissonant entre sa demande et la réalité de son besoin, et on est en train de prendre une forme de responsabilité managérienne sur lui, en tout cas de décider pour lui d'un certain nombre de choses que finalement, c'est lui qui connaît mieux. Donc par contre, moi j'aurais tendance à privilégier le fait de dire confronter le collaborateur sur le fait qu'il nous semble qu'il y a un écart entre ce dont il a besoin et ce qu'il demande. Et là, à lui d'agir sur finalement le comportement qui est le sien. Peut-être qu'il faut qu'il apprenne à mieux gérer son stress ou qu'il accepte à avoir moins de transparence parce que finalement il n'arrive pas à la gérer, mais qu'en tout cas, c'est bien sa responsabilité d'être aligné. Oui, c'est lui qui a le dernier mot. Exactement. Et à mon sens, oui. Je pense que je peux lui en parler, je peux lui donner mon avis. Et c'est lui qui a le dernier mot, et s'il préfère, il n'y a pas de souci, je m'adapte. Mais il assume. Ça veut dire que derrière, quand on dit il assume, ça veut dire que si ça génère du stress chez lui, qu'il a voulu vraiment de la transparence, on a eu la discussion sur le fait que ça allait générer du stress, et qu'effectivement il l'a assumé, dans ces cas-là, il ne faut pas qu'il vienne polluer le reste de l'équipe avec ce stress-là, il faut qu'il le gère effectivement de son côté. Donc là, ce que tu me conseillerais plutôt, c'est au niveau de la gestion du risque, d'avoir un discours adapté aux personnes, plus qu'une communication globale. Les deux. À la fois, c'est de bien commencer à discuter avec chacun sur finalement quel est leur besoin et de bien comprendre ce qu'est leur profil et de bien discuter sur leurs besoins. Et après, ta logique globale de dire j'aligne tout le monde sur un même sujet, mais je bouge effectivement ma fréquence pour ne pas générer effectivement de stress chez ceux pour lesquels ça pourrait en générer. Je trouve que c'est effectivement deux options qui, mises ensemble, commencent à donner une combinaison intéressante. Ouais. Ça fait d'ailleurs une très bonne synthèse de notre échange pour le coup. Non, je suis d'accord. En plus, c'est possible de le mettre en place parce qu'on a une petite structure. Là, je peux parler régulièrement avec chacun sans problème. Mais c'est vrai que dans une structure à plus de 50 ou 100 employés, là, ça va être de la communication globale ou rien. Après, à 50 ou 100, tu finis par avoir des managers intermédiaires qui, eux, sont plus en proximité et peuvent effectivement relayer l'information de manière peut-être un peu différenciée en fonction des uns et des autres. Tout à fait, oui. Ok. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux synthétiser, conclure sur quelque chose? Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu vas faire différemment demain matin? Non, je comprends que l'un des points cruciaux, c'est la fréquence à laquelle je suis transparent. Donc, je me rends compte que suite à nos discussions, je ne vais peut-être pas mettre en libre service les documents les prévisionnels qu'on pourrait avoir, toutes les actions, machin, plus les garder pour moi, mais les diffuser avec un peu de transparence, mais de façon limitée. Donc une fois par an, je ferai le point sur les équipes, je leur dirai... Et j'essaierai de m'adresser d'ailleurs aux deux profils dont tu parles. Donc ça veut dire que j'utiliserai moi mon profil qui est, je vous parle en pourcentage. On a 5% de chance de plus être là, mais 95% de chance de toujours là, et même 20% de chance d'avoir un gros succès.
Mais vous inquiétez pas, on a des scénarios pour empêcher que ça arrive. Tout va bien se passer. Voilà, et après, je leur fais un câlin. Non. Mais voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une approche qui est beaucoup plus simple de faire ça et qui me paraît vachement plus... moins risqué pour les personnes et moins responsabilisant. En fait, j'avais l'impression que leur donner de la transparence, c'était leur donner plus de liberté et de compréhension. Mais en fait, je me rends compte que c'est leur donner des responsabilités et c'est leur donner des... Voilà, ils se retrouvent à accepter de façon tacite des éléments qu'ils n'auraient pas voulu et à valider mes choix, alors que c'est moi le dirigeant, c'est moi qui dois choisir et c'est moi qui dois prendre la responsabilité. Donc si la boîte coule, c'est pas de leur faute, c'est la mienne. Ah oui, ça on est d'accord. Et c'est pas parce que je les ai prévenus que ça devient leur faute. Donc voilà, je pense que c'est mieux dans ce sens-là, de garder un côté un peu c'est moi qui choisis, c'est ma responsabilité, voilà ce qui va se passer, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Top. Donc on change la fréquence et on s'adresse aux uns et aux autres en fonction de profils de sensibilité au risque qui ne sont pas les mêmes. Super. Et je pourrais faire un truc un peu global une fois par an et avoir des entretiens individuels où à la demande, je pourrais partager des notions de risque et des scénarios alternatifs si besoin, mais uniquement à la demande, je demanderai aux personnes s'ils sont intéressés ou pas d'en savoir plus. Mais voilà. Bon plan d'action. Ouais, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça intéressant. Merci beaucoup, Kassem. Je vais mettre ça en place. Bonne journée. Ok, merci beaucoup Yannick. En tout cas, merci de m'avoir accueilli ici. C'était vraiment sympa. On est bien accueillis et il fait beau et tout, donc c'est cool. Merci de ton temps. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.